Congolaises et Congolaises, mes chers compatriotes, frères et sœurs bien-aimés, bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire. J'aimerais partager avec vous ce qui bouillonne en moi depuis un certain temps en rapport avec la politique de la République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, je voudrais signaler que je ne suis pas un analyste politique. Je ne suis pas un politicien, mais j'observe, comme beaucoup parmi nous, que la République démocratique du Congo, notre beau pays, va mal. Et cela n'est pas discutable. Le Congo connaît le plus grand génocide mondial, encore en cours, depuis plus de 25 ans. Mes chers compatriotes, que faire pour sauver notre pays? Notre peuple est en exil sur sa propre terre. Il est abandonné à son triste sort. En prison à ciel ouvert sur son propre sol. Il est semblable au voyageur qui, allant de Jérusalem à Jéricho, tomba aux mains des brigands, des voleurs, qui le dépouillèrent de ses vêtements, le battirent et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. En d'autres termes, ce sont des hommes, des femmes, des adolescents et des enfants qui sont étendus sur le bord de la route, malades, blessés, infirmes, marginalisés et abandonnés. Ils ont grandement besoin de bons samaritains qui leur viennent en aide. Quelles sont donc les stratégies pour sauver le Congo? C'est la grande question que tout le monde se pose. Voilà, je me la pose aussi. Et dans cette réflexion, je voudrais m'adonner à cet exercice intellectuel pour voir quelles sont les pistes pour sauver notre pays de l'impasse. Avant tout, en ma qualité de penseur libre, je ne servirai jamais l'oreta rhétoré, mertir, mertir, mertirat, ni ne remercierai jamais mertir, mertir. Alors, jamais et au grand jamais. Et il faut se défaire d'abord de ce lien diabolique pour comprendre ce qui se passe dans notre pays. Le monde entier est en train de connaître un tournant décisif de son histoire avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le cours des événements et l'évolution de cette guerre ne peut pas nous laisser, nous, les Congolais, indifférents. Nous devons saisir la balle au bon. Je vois d'un côté le personnage Vladimir Poutine, le président russe, et de l'autre côté les Ukrainiens. Les deux portraits peuvent nous inspirer, nous les Congolais. Souvent, ce sont les Occidentaux et les Américains qui imposent leur jeu politique au monde, et tout le monde le sait. Plusieurs gouvernements obéissent au projet de société de ces maîtres du monde que nous appelons communément les décideurs. Beaucoup estiment que si vous n'avez pas le soutien des décideurs, si vous avez leur soutien, vous avez la chance de devenir président de la République en Afrique ou dans d'autres pays du monde. Et cela est connu dans les milieux politiques. Sinon alors, pourquoi certains engagent des lobbies? J'ai observé et analysé que ceux qui nous gouvernent avec la bénédiction des Occidentaux observent leurs recommandations
c'est-à-dire la recommandation des Occidentaux, bien entendu. Il y a la ligne rouge qu'ils ne peuvent pas franchir. Sachez que lorsque les Occidentaux n'auront plus besoin de vous, eh bien, ils vous rejettent. Ils cherchent quelqu'un d'autre, puisque vous ne comptez pas dans leur plan. D'ailleurs, qui êtes-vous? Et ce système se répète avec la même formule pendant plusieurs décennies. Et le dirigeant qui veut voir les choses autrement est souvent liquidé physiquement. Et la politique du monde tourne ainsi en rond, comme un serpent qui se mord la queue. Et le plus écœurant, c'est que souvent les Occidentaux sont aidés par les nôtres qui oublient qu'eux aussi seront remplacés par d'autres le moment venu, et ainsi de suite. Ainsi, la bonne politique serait de résister massivement et continuellement. L'histoire nous apprend que les peuples qui émergent sont plutôt ceux qui ont résisté collectivement. Je pense à la Chine, à l'Inde, la Thaïlande, le Singapour, le Taïwan et tant d'autres. C'est au bout de leur résistance qu'ils essayent d'émerger, qu'ils essayent de s'en sortir, qu'ils essayent de se développer. Mes frères et sœurs, avant de revenir sur Poutine et les Ukrainiens, qui inspirent ma réflexion d'aujourd'hui, j'aimerais ouvrir la parenthèse avec l'exemple d'un résistant congolais, Laurent Désiré Kabila, qui, face à la Première Guerre mondiale en Afrique, a su résister efficacement avec les moyens de bord. Oui, la Première Guerre mondiale en Afrique a eu lieu en République démocratique du Congo. Nous devons retenir notre histoire. C'est à nous d'écrire notre propre histoire. N'oublions pas que 8 pays et une trentaine de groupes armés se sont affrontés chez nous. Qui leur fournissait des armes? Ils avaient de nouvelles armes. Qui leur procurait le soutien? Puisqu'ils avaient toute la logistique. Et je n'invente rien. Les écrits existent. Mzee Laurent Désiré Kabila ne pouvait ni s'endetter, c'est-à-dire que la République démocratique du Congo ne pouvait ni s'endetter, ni s'acheter officiellement des armes. Mais la résistance commençait déjà à prendre forme. Les agresseurs de l'époque et les groupes armés, les rebelles et autres, ils en savent quelque chose. Si vous leur posez la question, ils en savent quelque chose. Un armement de guerre était fabriqué sur place, chez nous au pays, parmi lesquels des bombes que les Occidentaux appelaient par mépris des bombes artisanales. D'ailleurs, lorsque Mzee les avait testées sur un camp de rebelles, ces groupes rebelles avaient pris fin à partir de ce jour-là. Cela n'était qu'un test avant de commencer les choses sérieuses. C'est pour vous dire que la résistance prenait déjà forme. Le pays était sur une bonne lancée. Comme les autres pays qui ont résisté, ils ont fini par émerger, par s'en sortir. Et notre pays résistait très bien face à toutes ces forces multicolores. Eh bien, Mzee était en train de résister. Et il résistait très bien. Et puisque la guerre nous coûtait cher, frappé par plusieurs embargos, vous le savez, nous ne pouvions pas emprunter de l'argent ni importer des armes. Et notre objectif, nous les Congolais,
était de ramener au pays nos pilotes, nos enfants formés pour le besoin de la cause, puisque leur mission était celle de nettoyer le pays occupé par les soi-disant rebelles et leurs complices. Puisqu'il fallait commencer par nettoyer l'intérieur du pays avant de s'attaquer à d'autres projets de société que le pays avait, le développement, le processus de démocratisation et autres. Il y a plusieurs détails autour de cette guerre dont je vous épargne le contenu. Mais tous les pronostics pour l'issue de cette guerre étaient largement en notre faveur. Donc la guerre, nous devrions la gagner. Si les successeurs de Mouzé pouvaient continuer dans la même lancée, nous devrions gagner cette guerre. Quelle que soit la durée qu'elle allait prendre, nous devrions la gagner. D'ailleurs, c'est à cela que nous nous attendions tous, que les successeurs de Mouzé puissent continuer dans la même logique. Malheureusement pour nous, Joseph Kabila, un aventurier, un jouisseur, il s'est rendu, il a rendu les armes, il a accepté de collaborer avec les ennemis du peuple congolais. Les agresseurs, ceux qui agressaient son père, deviennent ses alliés, au grand étonnement des esprits avisés. Vous acceptez d'incorporer dans votre gouvernement les rebelles, ceux qui ont liquidé physiquement votre peuple. Qui peut soutenir que c'est l'intelligence, si ce n'est que la médiocrité, qui s'installait déjà au sommet de l'État et qui continue jusqu'à nos jours? Et qu'est-ce qu'on observe immédiatement quand il prend le pouvoir? Ou bien, le mec se lance dans le pillage systématique du pays. Aucun trait de ressemblance avec son prédécesseur. Il détruit même cette base de résistance qui commençait à prendre forme. Il l'a détruit. C'est donc la médiocrité au sommet de l'État. Monseigneur Mosengo, le pasteur Ekofo et bien d'autres ont condamné cette médiocrité. Qui oubliera Panama Papers, des milliards d'argent volés qui impliquent ces messieurs avec toute sa famille? Qui ignore Congo Hold Up? Mes frères et sœurs, je compte revenir pour que je ne m'éloigne pas trop de mon sujet du jour, qui parle de Poutine et des Ukrainiens qui peuvent inspirer la politique de la République démocratique du Congo. Je pense revenir une autre fois dans une autre vidéo pour vous parler de cette guerre qui en réalité ne fut qu'une grande escroquerie. Et vous comprendrez pourquoi je le dis. Lorsque je vous décortiquerai cette guerre, vous comprendrez que nous sommes les mal aimés. Puisque ce qu'il faut retenir en passant, c'est que Mobutu était mourant. Les médecins avaient dit que Mobutu allait mourir. Nécessairement, il allait mourir. On avait pronostiqué sa mort prochaine. Alors, si quelqu'un va mourir de sa propre mort, alors pourquoi armer les groupes de rebelles, les 8 pays qui viennent agresser un mourant, qui viennent attaquer le Congo? Mobutu était mourant, mais on donne des armes à Kabila et aux Rwandais, les Burundais, cet engouement-là. On donne beaucoup d'armes pour venir chasser un mourant. Ça, c'est un paradoxe. Et quand je reviendrai avec des amples détails, vous comprendrez que nous, les Congolais, nous ne sommes pas aimés. Personne ne se soucie de nous. Et tous ceux qui ont été tués au Congo, et ceux qui continuent à être tués, qui en parlent? On observe le mutisme
au niveau international. Mais pour l'Ukraine, pour la Russie, tous les médias se sensibilisent. Bien, il s'est passé un petit souci. Il y a eu quelque chose que je devais fixer. Et là, je suis de retour. Je continue. J'étais en train de parler de cette mobilisation des médias. Et même dans nos pays africains, tout le monde semble se soucier des Ukrainiens, de ceux qui meurent. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais s'il fallait s'occuper aussi des Congolais, eh bien, ça serait bien, ça serait une bonne chose. Puisque ce que nous observons, c'est que personne ne se soucie de nous. Et personne ne se souciera de nous si nous ne nous prenons pas nous-mêmes en charge. Rappelez-vous toujours qu'on ne libère jamais un peuple. Un peuple se libère seul. Fermons la parenthèse et revenons sur les portraits de Poutine et des Ukrainiens. Je voudrais tour à tour comparer le caractère de Poutine et celui de Félix Tshisekedi. J'estime que Poutine a un caractère de lion et Félix Tshisekedi a un caractère de mouton, tout comme Joseph Kabila avant lui. Poutine, le personnage Poutine est le symbole d'un chef qui sait ce qu'il faut pour son peuple, pour la politique de son pays. Pour moi, Poutine est le commandant des troupes. Il attaque avec détermination. Il prend intelligemment le risque. Il s'impose malgré l'opposition des autres. Il connaît ses objectifs et il continue à les poursuivre. Il a profité de la longue période de tranquillité dans le monde. Personne ne pensait que la guerre pouvait surgir. Et lui, pendant ce temps-là de paix, de tranquillité dans le monde, lui, il s'est préparé à la guerre. Il est prêt. Puisqu'il sait, et moi je le sais, que la guerre est aussi une bonne façon de faire la politique. Poutine fait un passage en force, comme un lion. Il y va avec détermination. Il a profité du bon moment. Puisque pour faire la guerre, il faut avoir la tactique. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut attaquer. C'est justement au moment où plusieurs pays du monde ont réduit le nombre de leur population avec cette autre aventure de coronavirus que Poutine a saisi de l'occasion. Voilà que vous êtes devenus de plus en plus moins nombreux dans vos pays, alors j'attaque. Et là, c'est comme ça qu'un stratège doit agir. Poutine. Si je dis qu'il a un caractère de lion, je l'appelle un lion. Et si je dis que Félix a un caractère de mouton, je l'appelle un mouton. Ce n'est pas par mépris ou pour l'insulter. Je dis comment il se comporte. Et c'est pour cette raison que je soutiens celui qui dit qu'une armée de moutons dirigée par un lion vaincra toujours une armée de lions dirigée par un mouton. Je répète, une armée de moutons dirigée par un lion vaincra toujours une armée de lions dirigée par un mouton. En d'autres termes, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. C'est ce qu'on dit. Kagame est un lion. Et je ne l'invente pas. Loin de là. Il l'éprouve sur terrain.
il est un lion à la tête de mouton. Oui, les Rwandais, ce sont des moutons. C'est un petit peuple vivant dans un petit pays, pardon, et pauvre en plus, avec près de 12 millions d'habitants. Et ces habitants manquent même de place. C'est autour de 492 personnes par kilomètre carré. Et dans quelques années, ils manqueront d'espace. C'est pourquoi ils s'acharnent sur le Congo. Un pays gouverné par des moutons, avec un mouton à la tête, entouré des autres moutons qui sautent, avec des seaux de moutons qu'ils construisent. Souvenons-nous aussi que la population quinoise avoisine les 12 millions. Donc, toute la population du Rwanda, on peut bien la déplacer seulement sur Kinshasa et elle peut y habiter. C'est presque le même nombre. Mais je n'ai pas de nouvelles statistiques, bien évidemment. J'ai dit avoisine, donc c'est presque le même nombre. Contrairement à Poutine ou à Kagame, Félix, comme je l'appelle, un mouton, lui, il dirige des lions. Oui, nous les Congolais, nous sommes des lions. Un peuple grand, un peuple fort, dans un pays prospère et riche. Un pays de près de 107 millions d'habitants. Rappelons en passant que depuis la guerre de libération de l'AFDL jusqu'à nos jours, puisque j'ai dit que le génocide est en cours, il continue, c'est plus de 15 millions de Congolais qui ont été tués. C'est plus que toute la population du Rwanda. C'est aussi plus que les génocides des Juifs. Et c'est écrit. Je n'invente rien. Et nous ne l'oublierons jamais. Nous les Congolais, nous ne l'oublierons jamais. Et cette histoire, nous devons la raconter à nos enfants et nos enfants à leurs enfants et ainsi de suite. Nous sommes des lions, nous les Congolais. C'est pour cela d'ailleurs, je peux m'imaginer que l'emblème de M. Laurent Désiré Kabila était plutôt un lion et notre équipe nationale. Et c'était les Simba. Nos joueurs, c'était les Simba de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire des lions. Mes chers compatriotes, j'ai expérimenté l'élite congolaise. J'ai expérimenté ceux qui nous gouvernent, nos dirigeants, et ils sont inconsistants. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, en plus d'être incompétent, il est également médiocre. Peut-être même le plus médiocre de toute l'histoire de l'humanité. Il n'a aucune vision. Un président qui pille les minerais de son propre pays et qui vide les caisses de l'État. Et vu la précipitation avec laquelle il s'y prend, on croirait que la fin du monde, c'est pour bientôt. Il s'enrichit sauvagement, lui, sa famille, ses proches et tous ceux qui l'entourent, au détriment de la majorité des Congolais qui s'appauvrissent vachement. Son régime, comme celui de son prédécesseur, est aussi caractérisé par une pauvreté extrême et toujours grandissante. L'instabilité politique et économique, occasionnant un pillage des minerais,
un gaspillage tragique et systématique des ressources naturelles disponibles, le manque d'emploi et l'urbanisme. Beaucoup de personnes quittent nos villages pour les villes. Il y a d'autres qui quittent des provinces pour d'autres provinces. Le désordre social donnant lieu à la fois, parfois à la prostitution même des mineurs. Les enfants de moins de 15 ans, de moins de 18 ans, s'élancent dans la prostitution. Et vous connaissez les conséquences. Elles sont nombreuses, comme le fléau du sida, pour ne citer que ça. Et des traumatismes mentaux, que cela, des traumatismes mentaux, que tout cela peut provoquer. Et le régime de Félix, c'est un régime champion des dettes internationales. Et cet argent-là, il les vole. Et ce sont nos enfants qui le paieront, tôt ou tard. Le pays connaît le problème des déplacés, des Goma suite au volcan, ainsi que des personnes déplacées à cause des guerres qui continuent à aggraver le nombre de nos morts. À cela s'ajoutent des accidents, pourtant évitables. Le pays, depuis l'accession de Félix au pouvoir, connaît aussi le problème de tribalisme et les conflits ethniques entre les Kassaïens, entre eux. Ils disent celui-là est venu de telle part et de telle autre. Les Katangais entre eux, celui-là est je ne sais pas d'où et l'autre n'est pas le nôtre. Nous devons avoir le nôtre. Et ce genre de problème s'ajoute et le président est là. Lui-même, il est trempé là-dedans. On les voit. Il se fait entourer par les gens de sa tribu, soi-disant. Président de la CENI, Cour internationale, à la banque, aux finances et partout. Il est en train de préparer déjà sa propre succession. Et pendant ce temps, les gens souffrent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nos dirigeants, eux, ils se livrent au désir désordonné pour le bien matériel. Quel paradoxe. Et ça, c'est insupportable. Nous n'oublions pas aussi l'analphabétisme, l'accroissement des populations, des familles dépossédées et menacées, l'indifférence religieuse, l'aventure du coronavirus, le manque de l'électricité, le manque de l'eau courante, le manque des hôpitaux, le manque des écoles et j'en passe. Il y a beaucoup de tas de choses qui se passent. Et nos dirigeants ne font rien. Ils sont là. Ils n'ont que deux mains et deux yeux pour piller. Puisqu'ils savent, et sinon ils allaient préparer de bonnes élections s'ils avaient bien travaillé. C'est puisqu'ils savent que le peuple a vu, le peuple a compris maintenant que nous ne pouvons pas compter sur eux. Ils se préparent, ils préparent leur futur en volant. Bref, ce régime n'a aucune vision à court ou à long terme. Plusieurs jeunes que nous avons côtoyés affirment qu'ils n'ont connu que la souffrance toute leur vie. Beaucoup connaissent la souffrance, du berceau de la maternité jusqu'à la tombe. Et si nous observons les paysans, c'est avec amertume que nous constatons, comme Mosé Laurent Désiré Kabila le disait aussi en son temps, que ses seules richesses, c'est une houe, une machette et une natte. Au moment où Poutine, Kagame et d'autres défendent la politique de leur pays, que font les dirigeants congolais? Les dirigeants congolais, pendant ce temps, ils se partagent entre eux, dans un cercle restreint, 60% du budget national.
Et comme si cela ne suffisait pas, ils prélèvent le RAM, c'est-à-dire que tout celui qui achète le crédit, personne de troisième âge, riche, pauvre, homme, femme, enfant, jeune, infirme, malade, aveugle, qui que vous soyez, si vous chargez des unités dans votre téléphone, eh bien, le gouvernement vous coupe une partie à la source. Mais quelle cruauté ces gens-là. Quelle cruauté. Que dire du GoPass, l'argent que paye tout celui qui voyage du Congo par avion. Et à cela s'ajoutent tant d'autres bévues. Quelle est la valeur de notre passeport et combien il coûte comparablement à d'autres passeports des autres pays du monde? Un pays où la population n'a même pas de carte d'identité. Évidemment, si vous analysez tout ce qui se passe au Congo, on vous dit que ceux qui sont passés avant vous n'ont rien fait et vous ne changerez rien. Erreur. Il faut être toujours optimiste en toutes choses. Je me pose souvent la question de savoir comment faire pour remettre debout, ranimer un peuple paralysé, étouffé par ses propres dirigeants, écrasé par la faim, la misère et l'injustice. J'observe souvent que plusieurs personnes, et même certains journalistes d'investigation que nous respections, ils développent de très bonnes théories lorsqu'ils sont avec nous. Les politiciens aussi, même le président. Lorsqu'ils étaient avec nous, ils développaient de très bonnes théories. Et puis, si on voit les journalistes, ils vont filmer les bévues du gouvernement. Ils sont dans l'opposition. Ils parlent le même langage que les communs des mortels. Ils parlent en leur faveur, en faveur de la population. Et s'attirent la sympathie. Donc, ils s'attirent la sympathie de la population qui leur fait confiance. Mais une fois au pouvoir, ils tournent Kazakh. Ils agissent comme s'ils étaient formatés pour faire le mal. Bien évidemment, on ne parle pas la bouche pleine, dit-on. Et ce changement de comportement brusque nous étonne. On se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Peut-être que moi-même aussi, en parlant, si j'entre dans leur cercle, je vais changer aussi, je vais tourner Kazakh. Ou même ceux qui combattent avec nous actuellement. Vous, les journalistes d'investigation et ceux qui sont dans l'opposition, vous tous qui parlez contre le régime. D'abord, je vous rends hommage. Est-ce que si vous passez aussi dans ce camp-là, dans leur cercle restreint, allez-vous changer aussi du jour au lendemain votre langage? Serez-vous prêt à vous battre aussi au Parlement pour défendre vos jeeps? Allez-vous accepter les pots de vin, l'argent de la corruption, pour que vous puissiez fermer vos bouches, pour que vous ne puissiez pas dénoncer tout ce qui s'y passe, pour que vous puissiez tourner le dos contre la population qui vous a pourtant soutenu? Et c'est la question que je me pose. C'est comme si les gens étaient envoûtés. En entrant là-bas, eh bien, ils doivent faire le mal. Et ça, c'est incroyable. Il y a les gens de bonne foi qui sont là-bas, mais qui ne peuvent rien faire. C'est puisqu'il manque le courage. Il manque le charisme. Ils n'ont pas de béatitude. Mes chers compatriotes, frères et sœurs congolais, j'ai expérimenté l'élite congolaise et elle est inconsistante.
Les députés ne défendent plus la population qu'ils représentent. J'aimerais m'adresser un peu à vous, les dirigeants, si vous m'entendez. Chers dirigeants de la République démocratique du Congo, dirigeants de la République démocratique du Congo, chère élite, vous êtes tous des moutons. Je ne vous insulte pas, c'est ce que vous êtes. Vous êtes des moutons. Et vous ne méritez pas le cerveau humain. Je ne vous demande pas l'impossible, mais je vous demande de ne pas demeurer des versions bêtes de vous-même. Je vous demande de ne pas rester dans votre peau de mouton. Je vous demande de vous surpasser. Vous devez vous surmonter. L'homme, c'est quelque chose qu'il faut surmonter. Vous devez vous approcher de la meilleure version de vous-même. Ne restez pas à l'étape de mouton. Vous devez vous surmonter. Vous devez apprendre à progresser. Devenez ce que vous êtes en réalité. Vous devez partir de la médiocrité. Vous devez quitter le stade de la médiocrité vers l'excellence. Devenez qui vous êtes. Bon sang. Je ne vous le supplie même pas. Je ne vous supplie pas de bien faire les choses. Vous êtes obligés. C'est votre travail. Sinon, démissionnez. Démissionnez, chers messieurs. Je ne vous recommande pas non plus de changer de maître, abandonner le maître occidental pour le maître chinois ou le maître russe. Non, ce n'est pas ce que je vous demande. Vous devez plutôt suivre votre propre voie, votre propre chemin. Vous devez vous tailler votre propre charisme. Vous devez avoir une idéologie. Vous devez savoir ce que le pays va devenir après 20 ans, par exemple. Vous devez avoir une vision à court et à long terme pour notre pays. Ne dites pas tout de suite que vous êtes insulté, vous êtes attaqué, c'est de la haine, c'est je ne sais quoi comme vous, ou du tribalisme. D'abord, vous ne savez même pas de quelle tribu je suis. Je vous dis tout simplement, chers dirigeants, apprenez à bénir tous ceux qui vous perturbent et à remercier ceux qui vous interpellent. Peut-être que vous êtes distrait, nous devons vous interpeller, nous devons vous secouer, nous devons vous réveiller. Mettez-vous aussi comme Poutine, mettez-vous intelligemment en danger, comme le font d'autres dirigeants d'ailleurs. Je vous dis encore que vous devez savoir que l'homme est quelque chose qu'il faut surmonter. Vous devez développer le pays avec ou sans l'accord de la population. C'est votre devoir. Votre personne, votre ego est quelque chose qu'il faut surmonter. Mettez toujours en tête que pendant le temps de paix, le bon dirigeant prépare la guerre. Tout ce temps que nous avons passé semblant de guerre, le pays devait continuer à s'armer suffisamment. Le pays devait avoir aussi des espions partout, au Rwanda et au pays, pour détecter les ennemis du peuple. Puisqu'il semble que nous sommes infiltrés, nos dirigeants sont mis sur écoute, et alors il fallait aussi jouer à une stratégie, jouer à un autre jeu, ne pas communiquer par téléphone, mais par correspondance écrite. Ne pas dire ouvertement ce à quoi vous pensez, vous devriez planifier. Tout ce temps de guerre devait vous aider à vous préparer pour la guerre. Puisque la guerre, il me semble que c'est une bonne politique aussi. C'est une bonne façon de faire la politique. Puisque vous le savez, et ce n'est pas un secret,
Vous savez que le pays est occupé. Et vous savez que vous devez rendre des comptes à Kagame. Plusieurs armées sont chez nous actuellement. Et d'autres se préparent pour venir en vue de se servir. L'État est quasi inexistant. Le président, un mouton incompétent, se permet même de dire que Mboka est Koufakala. C'est-à-dire le pays est déjà mort depuis très longtemps. Si un président déclare que son pays n'existe plus, c'est de la haute trahison. C'est une haute trahison de la République. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? C'est la même chose que lorsqu'un soldat fait tomber le drapeau. Chaque fois qu'un soldat fait descendre le drapeau, il y a un fusil braqué sur lui. S'il le fait tomber, donc il fait tomber le pays, il trahit le pays, il reçoit une balle et ce n'est pas négociable. Et le président vous dit que le pays est mort. Donc il tue le pays, il fait tomber le pays est inexistant. À défaut d'être pendu, ces messieurs devraient démissionner, tout simplement. D'ailleurs, nous sommes en train de voir dans quelle mesure porter plainte à ces messieurs. Nous devons lui porter plainte pour haute trahison de la République. Est-ce quelqu'un qui dit que le pays est déjà mort? Mais si le pays n'existe plus, c'est de la trahison. Le pays n'existe pas, mais vous êtes le président le mieux payé de tous les pays du monde, dans un pays qui n'existe pas. Messieurs, on vous voit un garçon de 60 ans en train de s'acheter des jouets dans un pays qui n'existe pas. Messieurs, vous devez démissionner. Mais curieusement, le monsieur est à nouveau candidat à sa propre succession dans un pays qui n'existe pas. Chez nous, vraiment, les ridicules ne tuent pas. Hein? On ne vient pas au pouvoir apprendre. Ce monsieur est venu au pouvoir pour apprendre à diriger. Et ça, c'est inacceptable. Le Congo a besoin d'un dirigeant fort, intelligent, un leader charismatique, quelqu'un qui a un troisième œil, quelqu'un qui a des perspectives d'avenir, quelqu'un qui a une vision 3D de son pays, 3 dimensions de son pays. Il sait les contours, les pourtours, et il sait ce qu'il y a de mieux pour son pays. Napoléon disait, on ne conduit pas le peuple on conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir. Un chef est un marchand d'espérance. Fin de citation. Je reprends. On ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir. Un chef est un marchand d'espérance. Et comme Félix est coupable de haute trahison de la République, la moindre des choses à faire, c'est de démissionner. Nous devons à l'unanimité exiger sa démission. Et par conséquent, il ne mérite pas de se représenter comme candidat à la présidentielle. Mes frères congolais, si parmi vous, il y a ceux qui ont fait le droit, qui savent ce qu'il faut faire, ne perdez pas le temps. Commencez déjà à écrire une lettre pour traduire en justice ce monsieur qui a déclaré que le pays est inexistant. Ça, c'est une haute trahison. Au lieu de donner l'espérance à son peuple, et lui, il est là en train de décourager toute la population. Il est tellement inconsistant qu'il prépare d'avance sa tricherie, puisqu'il sait que personne ne votera pour lui. Il est en train de placer ses pions à des postes stratégiques. Et tout le monde le voit.
Tout le monde sait ce qu'il se prépare à faire. On sait ce il est en train de s'apprêter et ce qu'il s'apprête à faire. Messieurs, pour cette fois-ci, vous ne ferez pas un passage en force. Et ça, c'est impossible. Le Congo a besoin d'un gouvernement de transition pour organiser de bonnes élections. Et cela dans le délai prévu par la Constitution. Sinon, le peuple va se prendre en charge. Bien sûr, vous allez me dire que vous connaissez cette chanson. C'est une chanson connue. Chaque fois, le peuple organise des manifestations. Le gouvernement réprime avec une violence incroyable et sans pitié et avec fermeté les manifestants. Et cela depuis des décennies. Les dirigeants de la République démocratique du Congo sont très intelligents. Ne les sous-estimez pas. Peut-être qu'ils sont même trop intelligents. Mais ils sont également mauvais. Et c'est ce mélange, pardon, voilà, je m'excuse, je devais boire un peu d'eau. Alors, je disais que nos dirigeants étaient intelligents, peut-être même trop, mais ils sont également mauvais. Et c'est ce mélange de leur intelligence et de leur perversité qui est à la base de nos problèmes. Puisqu'ils mélangent l'intelligence et leur méchanceté, leur perversité, pour nous créer des problèmes. Et ils savent très bien que notre peuple n'a jamais franchi le cap. Ils nous étudient, ils nous connaissent. Ils savent aussi que les opposants congolais, ce sont des opportunistes, comme eux, puisque le semblable n'est connu que par le semblable. Ils se connaissent. Ils savent qu'aucune manifestation n'a jamais bougé les choses dans ce pays. Et c'est là pendant des décennies. Nous avons expérimenté nos dirigeants et les opposants et ils sont tous inconsistants. Puisque qu'est-ce qui nous garantit d'ailleurs que si les opposants qui nous mettent en route, une fois au pouvoir, ne seraient pas formatés eux aussi à faire le mal? Pour faire la politique, il faut connaître l'homme. Et nos dirigeants nous connaissent. Ils nous ont déjà étudiés. Ils connaissent notre psychologie. Et leur plan de répression a toujours fonctionné. Ils connaissent bien comment nous agissons. Lorsque la population manifeste pacifiquement, le gouvernement fait ses preuves en la réprimant avec fermeté, sans pitié, avec hargne. Ils utilisent leur armement militaire. Ils avancent comme sur un champ de bataille avec des camions militaires, de l'eau chaude qui chatouille, des gaz lacrymogènes, des fusils de guerre et autres. Là, ils sont des bons soldats contre la population non armée. Mais tout ce qu'ils oublient, eux, ils nous étudient. Ils savent comment nous agissons. Mais dans leur plan, ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est nous. Ils ne nous ont pas prévu, nous, les penseurs libres. Ils ne nous ont pas prévu, nous, les esprits avisés. Puisque lorsqu'ils nous étudient et semblent nous connaître, nous aussi, nous les étudions. Et nous les connaissons bien. Ils brandissent des lois
taillé sur mesure pour empêcher les manifestants d'aller loin dans leurs manifestations. Ils disent trouble à l'ordre public, incitation à la haine et à la violence, crime de lèse-majesté. Nous connaissons, nous savons. Ce sont des lois taillées sur mesure pour décourager tout débordement. Et ce sont des lois pour leur propre protection. Ils doivent savoir que si la population descend sur la route, c'est que les choses vont mal. Si tout allait bien, le peuple n'allait pas être agité. Et puisque nous les connaissons maintenant très bien, nous savons ce qu'ils vont faire. Et nous aussi, nous savons ce qu'il faut faire pour gagner. Nous allons nous inspirer des Ukrainiens. C'est le deuxième portrait qui doit inspirer les Congolais. C'est une attitude que nous, les Congolais, nous devrions avoir. La solidarité, la prise de conscience nationale. Même les civils, chez les Ukrainiens, ils ont pris des armes. Il y a une longue file de personnes volontaires qui veulent prendre des armes, des civils, pour défendre leur pays. Et il y a d'autres civils qui viennent des pays étrangers, Pologne et d'autres pays, ils rentrent, ils retournent chez eux pour défendre leur pays. Et personne ne leur dit, messieurs, asseyez-vous pour négocier pour que la paix règne. Laissez les Russes vous envahir pour éviter le bain de sang. Insérez des soldats russes dans votre armée et acceptez de partager vos richesses avec la Russie pour de bons voisinages ou donner une partie de votre territoire à la Russie. Et personne ne leur dit ça. Personne. Personne n'a dit ça. Pour l'intégrité territoriale d'un pays, il n'y a pas de négociation. Et cela doit être valable pour tout le monde. On s'unit comme un seul homme, malgré les divergences politiques, pour la priorité commune, défendre le pays. Et cela n'est pas négociable. Et c'est cette attitude que nous, les Congolais, nous devrions avoir. Si nous nous unissons, les Congolais qui sont en Zambie, au Gabon, Congo-Brazzaville, Angola, Tanzanie, et que sais-je encore, Centrafrique, Soudan, et même dans d'autres pays, Afrique du Sud et ailleurs, ceux qui sont en Europe, en Amérique, au Canada, en Australie. Si nous nous unissons tous, nous sommes imbattables. Nous sommes une armée imbattable. Tous les partis politiques confondus, pour réclamer le pouvoir qui est confisqué par un groupe de malfaisants, de malfaiteurs. Mes chers frères et sœurs congolais, mes chers compatriotes, nous les Congolais, nous devons nous inspirer des Ukrainiens. Puisque nous envisageons libérer notre pays, nous devons nous unir. Que les Congolais de toutes tendances confondues, de n'importe quel parti politique, nous devons avoir à cœur que le Congo nous appartient à tous. Nous devons d'abord les libérer complètement, entièrement, avant de nous lancer dans les jeux politiques de la démocratie pour construire le pays. Nous devons d'abord être nous-mêmes et nous devons nous libérer.
C'est l'unique voie de sortie des crises, de libération. Nous avons déjà une organisation. Et je vais vous livrer un secret. Nous avons déjà une organisation. Puisque nous sommes des esprits avisés, des esprits avertis. Nous avons un troisième œil. Nous vous invitons, vous tous les Congolais, à vous joindre à nous. Inscrivez-vous massivement. Nous allons vous donner le lien pour vous inscrire. Nous devons avoir beaucoup d'adhésion. Qui que vous soyez, même si vous avez déjà changé de nationalité, vous avez le sang congolais. Vous êtes le bienvenu pour sauver votre pays. Et ça ne peut pas se négocier. Le pays ne se négocie pas. La libération du pays ne se négocie pas. Nos ancêtres seront avec nous, puisque nous allons nous battre pour une cause juste. La vérité est de notre côté. C'est maintenant ou jamais. Ayez foi en ce que nous devons faire ensemble. Je sais que les Congolais intelligents, vous êtes nombreux. Nous aurons besoin de la contribution des uns et des autres, des idées. Puisque n'oubliez pas que la première force d'un peuple, ce sont ses idées. La première richesse d'un peuple, c'est son imagination, sa détermination, ses rêves, ses pensées, son idéologie. Si nous ne faisons rien, mes frères et sœurs, nous allons demeurer esclaves de tous. N'attendez pas que nos dirigeants fassent quelque chose pour nous sortir du pétrin. Ils ont tout ce qu'il faut. Le voyage en Europe, en Amérique, en Asie, partout dans le monde. Ils ont des soins, ils vont dans des soins, dans des pays où il y a des hôpitaux bien équipés, modernisés, en Amérique, au Canada, en Europe. Leurs enfants étudient dans de très bonnes écoles, partout dans le monde, pour qu'ils reviennent encore vous dominer. Nous dominer, nous les Congolais. Si nous ne faisons rien, eh bien, rien ne bougera. Soyez-en sûrs. Chaque pays veut le salut collectif de son peuple, sauf nous. J'aurais aimé ouvrir la tête des Congolais pour voir ce qui s'y trouve. Pourquoi sommes-nous si différents des autres peuples? Les dirigeants congolais sont prêts à vendre leur pays aux étrangers. Les généraux congolais sont prêts à vendre leurs plans de guerre aux ennemis. Les chancelleries étrangères connaissent tous nos secrets d'État. Pourquoi sommes-nous ainsi? Nous devons nous poser la question, nous sommes quel peuple au juste? Tous nos dirigeants, comme je le disais, sont mis sur l'écoute. Tout ce qu'ils se disent en coulisses, eh bien, tout est capté. Ils sont infiltrés partout. Ils sont pour la plupart trempés dans des sextapes. Ils doivent boucher, ils doivent la fermer, ils ne doivent pas parler. Sinon, leurs sextapes seront exposés. Ce sont des immoraux, en commençant par le président de la République. Si nous nous souvenons de ses exploits, le président, M. Félix, qui en plus des voyages intempestifs, il est aussi réputé dans l'immoralité. N'est-ce pas, sa deuxième femme a été refoulée de la République démocratique du Congo avec leurs enfants mineurs. C'est un immoral. Et puis,
Si vous vous souvenez de son rendez-vous avec Ménette, sa nouvelle conquête, tout a été filmé. C'est de l'immoralité au sommet de l'État. Ces photos ridicules qu'on expose sur les réseaux sociaux. Un président de la République devrait être exemplaire. Et si nous avons un président, n'importe lequel, comment voulez-vous que les choses changent? Comment voulez-vous que les choses bougent? Un président malhonnête qui est réputé à nier sa signature. Un président contesté d'abord. Il est nommé et il le sait. Comme il n'a aucune dignité, il est là sans scrupule. C'est donc un mouton qui dirige les lions. Quelqu'un comme Félix. Est-ce que, je me suis souvent posé la question, est-ce qu'il est vraiment comme les autres humains? Je ne vais pas les comparer à d'autres présidents. Même les présidents des autres petits pays qui s'amusent là. Mais est-ce qu'il est vraiment comme les autres humains? A-t-il un cerveau humain? C'est une question que je me pose. Ou s'il en a, est-ce qu'il mérite vraiment un cerveau humain? C'est des gens pareils comme Félix. Moi, je pense que si on pourrait vraiment amener ces messieurs avec les autres moutons de son genre dans des grandes universités, dans des pays très développés, pour qu'on ouvre leur tête, qu'on regarde ce qui est là-dedans, qu'on les mette à la disposition des autres étudiants pour qu'on étudie, puisqu'ils sont différents des autres humains. Ce ne sont pas, ils ne méritent pas le cerveau humain. Ils font des choses que les gens d'autres pays ne font pas. Il n'y a aucun dirigeant qui peut faire ce qu'eux font là. Et on les tolère. Si vous ouvrez la bouche, vous êtes tribaliste, vous êtes haineux, et vous vouliez que ça soit qui à sa place, et ainsi de suite. Quelle bassesse! Quelle inconsistance! Pour nous, les Congolais, on aurait cru que nous devrions rester sans réfléchir. Erreur. C'est ainsi que moi, personnellement, quand je les ai expérimentés, eux tous, majorité tout comme opposition, et leurs lions qu'ils ont déjà domestiqués, et d'autres moutons qui semblent nous gouverner, eux tous, ils sont inconsistants, incompétents. Et ce sont des moutons qui dirigent les lions. Je peux très bien parier, si vous mettez les Congolais dans de très bonnes conditions, vous verrez de quoi ils sont capables. Et ce sont des lions. Ils ont déjà fait leurs preuves. Les Congolais, ce sont des lions. C'est des gens capables de faire quelque chose. Ils peuvent faire trembler le monde. Et dans tous les domaines. Et ça, je peux les parier. Les Congolais ont besoin d'un bon chef. Ils ont besoin de bons dirigeants. Des gens pour les défendre. Ils sont là, comme des orphelins. Ils sont là, en exil sur leur propre terre. Nous sommes le dernier dans beaucoup de domaines. C'est au moins chaque jour 400 Congolais qui demandent asile. 400 Congolais fuient le pays. Ils vont demander asile dans d'autres pays. 400 Congolais par jour, en moyenne. Et ça, c'est inacceptable. Le Congo est devenu un pays pauvre, un pays sale, capitale mondiale du viol. Le Congo est sans aucune considération. Tout le monde se joue de nous. Vous aviez entendu les allocutions de, pardon,
les allocutions de Samia, la présidente de la République de Tanzanie, qui veut aussi venir au Congo pour piller. Vous avez entendu aussi les insultes de l'opposant kenyan, William Ruto. Et sans oublier la présence des armées étrangères sur notre sol, la MONUSCO. Tout cela est inacceptable, mes chers Congolais. Nous, les Congolais, nous avons identifié les ennemis de la République démocratique du Congo. Et ils sont légion. Ils sont partout, à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays. Tout cela doit prendre fin, quel que soit le temps que cela prendra. Il faut commencer le travail et tout de suite. Et c'est pour cela que nous avons monté cette organisation. C'est un groupe qui est constitué d'un cerveau collectif, puisqu'il faut commencer par produire les idées. L'imagination gouverne le monde. Nous devons produire les idées et nous devons agir progressivement et avec efficacité. Nous avons notre petite idée, ne vous en faites pas. Toutes les formules ont été jusque-là inefficaces. Refaire la même chose et s'attendre à un résultat différent, c'est bien cela l'imbécilité. Refaire la même chose, c'est-à-dire descendre sur la route, être réprimé, retourner à la maison, pleurer les morts, penser les blessures. Les dirigeants le savent, ils sont sans pitié. Ils savent que lorsque le chien aboie, la caravane passe, ils le savent. Mais cette fois-ci, nous allons changer de tactique. Nous avons la guerre, mais nous devons la commencer d'abord de l'intérieur, puisque c'est là notre base naturelle, notre pays, nous les Congolais. Nous avons détecté les ennemis, ils sont partout, et les premiers ennemis, ce sont les gouvernants, ce sont les dirigeants, le président de la République, avec ses hommes de paille, les gens qui pillent le pays. Nous les avons déjà identifiés et nous connaissons leur mode opératoire. Mais notre mode opératoire, puisque c'est de l'intelligence, nous n'allons pas les divulguer. Le mode opératoire vous sera communiqué le moment venu. Cette fois-ci, si nous ne nous faisons pas confiance, nous risquons d'échouer et ça sera encore la même chose qui va se répéter. Mais si nous nous faisons confiance, nous avons toutes les chances de libérer notre pays. Et nous devons y arriver. Nous devons y parvenir. Puisque nous, les Congolais, nous ne serons pas toujours dupes. Ils savent, les Congolais, où se trouve la vérité. Et les Congolais savent qui défend leurs intérêts. Les Congolais le savent. Mes chers compatriotes, pour chuter, nous devons retenir que les moutons qui nous gouvernent sont très moins nombreux. Nous les avons étudiés, nous les connaissons, nous connaissons leurs faiblesses et leurs ruses et leur mentalité. Ils sont au Parlement autour de 500 personnes et dans le gouvernement, une cinquantaine de ministres. Sachant aussi que nous avons une cinquième colonne déjà implantée parmi les généraux qui sont dans l'armée, parmi les ministres, parmi les députés, il y a les nôtres. Donc, à ce niveau-là,
la tâche nous sera déjà facilitée. Si eux qui nous gouvernent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo sont, supposons, 1000 personnes, c'est que nous sommes largement supérieurs à eux. L'armée, bien évidemment, est de notre côté. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants, nos amis, oncles, tantes, etc., etc. Ils partagent la même souffrance que nous. Ils ne sont pas aveugles. Ils voient tout ce qui se passe. Ils veulent aussi avoir un pays normal, comme tout le monde. Leurs enfants, ils méritent aussi de fréquenter de bonnes écoles. Ils doivent aller dans de bonnes universités. Ils veulent aussi de l'eau courante, de l'électricité, l'Internet, un logement décent, une bonne nourriture sur la table, les soins de santé, etc., etc. Ils savent de quel côté se trouve la vérité. Lorsque les dirigeants volent, ils voient. Ils veulent aussi les changements. Et ils savent aussi qu'ils n'obéiront toujours pas aux ordres mal donnés. Chers compatriotes, le mot d'ordre vous sera donné. Demeurez vigilants. La révolution populaire qui sera bientôt organisée va concerner tout le monde. Nous savons qu'il y a des lions qui sont apprivoisés par des moutons et qui travaillent pour mater leurs frères et sœurs. Tout celui qui veut pondre des idées pour le changement, pour le développement de la grande majorité de la population, eh bien, ils envoient leurs lions déjà apprivoisés pour leur mettre des poisons, pour leur mettre des bâtons dans les roues, et ainsi de suite. Nous connaissons leur mode opératoire. Et à eux, nous disons, les lions ne se mangent jamais entre eux. Ouvrez les yeux, frères congolais. Cette révolution ne va pas concerner des partis politiques. C'est une révolution populaire qui concerne tout Congolais, tout l'homme et tout homme. Les Congolais dans toutes ses dimensions. Qui que vous soyez, de n'importe quel parti politique que vous soyez, nous devons libérer notre pays. Nous devons le nettoyer et nous devons être efficaces. Cette révolution concernera chaque Congolais. Vous tous qui êtes affamés, à qui on vole les unités, vous qui manquez le boulot, vous tous qui souffrez, le temps de la délivrance arrive. La libération est proche. Personne ne viendra nous libérer. Nous avons des ennemis partout. Un peuple se libère seul. Dieu ne pourra jamais nous sauver sans nous-mêmes. Nous devons mettre cela en tête. Dieu a besoin de nous. Nous prions pour que Dieu nous aide. Il a besoin de nous pour nous aider. Il a besoin de nous pour nous sauver. Dieu doit nous utiliser nous-mêmes comme l'outil de libération du Congolais. Vous vous souvenez que Mzee Laurent Désiré Kabila avait essayé de libérer le pays avec l'aide des autres. Et vous connaissez la suite. Le capitaine mercenaire, comme le dit Nicolas Machiavel, les capitaines mercenaires sont ou ne sont pas de bons guerriers. S'ils le sont, on ne peut s'y fier. Nous n'avons pas besoin de mercenaires. On ne peut s'y fier. Car ils n'étendent qu'à leur propre grandeur, en opprimant soit le prince même qui les emploie, soit d'autres contre leur volonté. Soit le prince qui les emploie, soit d'autres contre sa volonté.
S'ils ne le sont pas, celui qu'ils servent est bien ruiné. On a vu, quand les Rwandais sont arrivés chez nous, ils se comportaient en maîtres, en terrain conquis. Ils étaient là, en train de violer les filles, en train de piller des banques, en train de voler, en train de faire tout ce que nous savons. Ils sont là encore au pays. Ils ont déjà infiltré les institutions. C'est puisqu'on avait fait appel à eux. Alors que l'armée la plus efficace, c'est nous-mêmes, c'est la population. Et c'est là la réflexion. Il faut réfléchir. Nous allons nous libérer nous-mêmes avec notre force, de gré ou de force. Que les Congolais le veuillent ou pas, nous devons nous libérer nous-mêmes. Et si nous sommes obligés de passer par cela, c'est l'unique chemin. Cette fois-ci, ils vont tenter de vous arrêter, mais ils ne seront pas, puisque toutes les stratégies sont déjà mises en place. Nous savons ce que nous allons faire. Notre organisation s'est bien préparée pendant longtemps. Nous comptons remettre l'ordre au pays. Ensuite, nous nous occuperons de ceux qui essaieront de nous mettre les poteaux, ceux qui vont tenter de s'ingérer dans notre politique. Nous allons nous en occuper, puisque nous devons être le maître de notre destin, comme tous les autres pays du monde. Nous ne sommes pas différents des autres. Si tout le monde émerge, chaque peuple se développe, eh bien nous les Congolais, nous devons aussi émerger, nous devons aussi nous développer. Cette fois-ci, la victoire appartiendra au peuple. Nous sommes partis du peuple. Nous connaissons de quoi nous souffrons. Le peuple, c'est l'armée la plus redoutable. Et le peuple gagne toujours. Le peuple gagnera toujours. Le peuple n'a pas besoin de moutons à sa tête. Si on a des moutons, eh bien, on perdra toujours. Mes chers compatriotes, tout est fait pour que nous récupérions notre pouvoir, confisqué par ces groupes de petits moutons. Soyez prêts et attendez le mot d'ordre. Bientôt, le régime de Kagame va aussi tomber. Les Rwandais savent que ces sanguinaires les a trop exposés. Ils n'aimeraient pas que les choses tournent en leur défaveur, puisque c'est ce qui pourra leur arriver s'ils ne font pas attention. Donc, chers frères rwandais, nous ne vous visons pas directement pour venir vous attaquer. Vous n'êtes pas notre première priorité. Vous avez besoin de vivre en paix aussi. Mais vous êtes induits en erreur par le gouvernement de ce sanguinaire qui a accepté de collaborer avec les multinationales et les autres aventuriers dans le monde qui n'ont jamais pensé au bien des Congolais ou ni même des Rwandais. Vous n'aimeriez pas revivre les mêmes expériences de 1994. Donc, vous devez faire attention, vous devez vous désolidariser de ce sanguinaire pour ne pas vous attendre au pur. Puisque si nous reprenons le pouvoir en main et que nous décidions de nous lancer sur vous, vous n'allez pas résister, vous le savez. Et vous le savez très bien. Donc, faites attention. Commencez déjà à vous désolidariser de ces criminels-là. Nous n'avons pas un langage génocidaire envers vous. Mais nous savons que vous êtes nos frères, vous êtes nos voisins. Certains d'entre nous se sont mariés entre nos deux peuples. Nous, chez nous, il y a un mouton qui gouverne le pays. Nous allons nous en occuper. Et vous, chez vous, vous avez un sanguinaire qui vous gouverne. Vous devez aussi vous en occuper. Puisque la guerre est semblable au feu. Lorsqu'elle se prolonge, elle met en péril
ceux qui l'ont provoquée. La guerre du Congo perdure et elle finira par brûler ceux qui l'ont provoquée. Donc, quel que soit le temps, 20, 25, 30 ans de guerre, eh bien, elle finit par se retourner contre ceux qui l'ont provoquée. Frères et sœurs, soyons prêts et attendons le mot d'ordre. Je reviens dans d'autres vidéos pour vous donner d'autres détails et le mode d'adhésion pour que nous soyons de plus en plus nombreux et que nous puissions constituer un cerveau collectif, que nous puissions constituer la plaque tournante, que nous puissions constituer les disques durs pour voir comment mettre les batteries en marche pour libérer notre pays. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive le peuple congolais et que Dieu bénisse le Congo. Je dis et je vous remercie.